SpaceX vient de secouer toute la communauté spatiale après avoir déplacé un support de transport de booster à une position inhabituellement proche de booster 19. Ce simple mouvement a suffi à déclencher une vague de spéculation, beaucoup y voyant le signe que SpaceX se préparait à faire rouler le Super Heavy vers le pas de tir 2 pour des essais à mesure que le vol Starship Flight 12 approchait. Mais est-ce vraiment ce qui se passe ? Regardons cela de plus près dans l'épisode d'aujourd'hui du quotidien de l'espace. Suivre les tout premiers essais de Starship, c'est un peu comme observer la construction des grandes pyramides d'Égypte étape par étape, bloc par bloc. Car un jour, ce véhicule pourrait bien devenir la machine qui propulsera l'humanité plus loin dans l'espace que jamais auparavant. Et c'est précisément pour cette raison qu'aujourd'hui, chaque mouvement à Starbase est scruté avec la plus grande attention, d'autant plus que Starship Flight 12 est attendu dans un peu plus de 5 semaines. Le 28 janvier, les caméras autour de Starbase ont capté quelque chose d'intéressant. Le seul support de transport de booster disponible a été déplacé vers le Ring Yard à seulement quelques dizaines de mètres de Mega Bay, où se trouvait encore Booster 19 à ce moment-là. Peu après, SpaceX a annoncé une fermeture de route entre le site de production et le pas de tir 2. Naturellement, beaucoup ont supposé que Booster 19 allait être installé sur son support puis roulé pour des essais, peut-être afin de vérifier l'alignement du transport, voire de tester une séquence de levage avec les chopsticks. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Durant cette fermeture, seul le support de transport a été déplacé. Booster 19 n'a jamais quitté Mega Bay 1, aucun roulage. Aucun mouvement du booster, puis le 31 janvier, le support a été ramené vers le Ring Yard. Les immenses portes de Mega Bay se sont lentement ouvertes et là se tenait Booster 19 enfin dévoilé. Le décor était planté. Dès le lendemain, le 1er février, SpaceX a déplacé le support de transport à l'intérieur de Mega Bay, y a installé Booster 19 et à ce moment-là, toute la communauté a compris, cette fois c'était la bonne. Booster 19 a officiellement été roulé vers le site d'essai de Massey et tout est allé très vite. SpaceX a confirmé le déplacement sur X en publiant « Booster 19 se prépare à entamer les essais pré-lancement » accompagné d'une superbe image nocturne du Super Heavy sous le ciel de Starbase. Tôt ce matin-là, Booster 19 était déjà en route et est arrivé à Massey quelques heures plus tard. Puis plus tard, dans l'après-midi du 1er février, le site d'essai de Massey a été officiellement fermé pour des tests cryogéniques de qualification. À présent, tout semble s'être calmé autour de Booster 19, mais juste avant cela, SpaceX a encore réussi à troller les médias une dernière fois. Aux premières heures du 29 janvier, la route menant au pas de tir 2 a été soigneusement nettoyée, presque comme si SpaceX préparait le terrain pour le roulage de Booster 19. Et bien sûr, cela a immédiatement déclenché une nouvelle vague de spéculation. SpaceX aurait-elle décidé de sauter complètement les essais cryogéniques pour Booster 19 et de passer directement à un static fire? Si c'était le cas, la logique serait implacable. Sauter des étapes permettrait de gagner du temps tout en offrant à SpaceX l'occasion de tester les systèmes du pad 2 en conditions réelles. Après tout, ce pas de tir n'a encore jamais été pleinement validé avec un booster ou un vaisseau et encore moins avec les chopsticks. D'ailleurs, le 29 janvier, SpaceX est même allé jusqu'à peindre les butées de capture en noir. Cela améliore probablement la visibilité, offre une meilleure protection contre les fortes chaleurs et surtout cela suggère qu'il pourrait avoir besoin d'utiliser les chopsticks pour soulever un booster sur l'OLEM, ne serait-ce que pour voir si quelque chose casse, se bloque ou nécessite des ajustements avant le jour du lancement. Passer directement à un static fire permettrait également de tester simultanément le système de déluge d'eau et le déflecteur de flammes. Mais voici le rebondissement, SpaceX n'a rien fait de tout cela. Au lieu de ça, ce qui a réellement roulé jusqu'au pad 2, c'était un support de transport de booster complètement vide et ce qui a pris la direction de Massey, c'était un immense ring stand. Ce ring stand est très probablement destiné à récupérer le réservoir DCB 18.3 après son test jusqu'à la rupture. Quant au support de transport de booster, il pourrait simplement servir à vérifier l'alignement des équipements GSE sur le pad 2 ou même n'être qu'un exercice d'entraînement pour de nouveaux systèmes et de nouvelles équipes. Et ce support de transport alors, eh bien, il se pourrait que SpaceX ait simplement été en train de se moquer de nous depuis le début, même si l'idée de sauter un
essai cryogénique peut sembler efficace sur le papier, la réalité est tout autre. À Marseille, le test cryogénique n'est pas une étape que l'on peut simplement éliminer et SpaceX le sait parfaitement. Plutôt que de parier sur un raccourci risqué, l'entreprise semble rester fidèle à son principe fondamental, aller vite, mais ne pas foncer aveuglément vers des risques majeurs. Il faut voir l'essai cryogénique comme un test de résistance structurelle à l'échelle réelle dans les conditions les plus proches possibles de l'opérationnel. Les réservoirs sont remplis d'oxygène liquide et de méthane liquide ultra refroidi. La pression est poussée entre environ 6 et 8 bars et les ingénieurs surveillent absolument tout, des déformations à l'échelle du millimètre, des fuites microscopiques jusqu'au moindre signe de faiblesse dans les soudures. C'est précisément lors de ces tests que SpaceX a identifié certains de ses problèmes les plus sérieux par le passé. Boosté 7 a souffert d'un flambage du dôme commun. Plusieurs premiers prototypes Starship de la série SN ont révélé des anomalies structurelles pendant les essais cryogéniques. Et plus récemment encore, le réservoir d'essai B18.3 a subi une rupture structurelle du dôme commun inférieur lors d'un test jusqu'à la rupture sous des charges hors nominales. Si Booster 19 présente le moindre défaut, que ce soit au niveau d'une soudure ou d'une transition de matériaux, c'est lors de l'essai cryogénique qu'il apparaîtra. Et c'est infiniment préférable à une découverte lors d'un static fire avec l'allumage simultané de 33 moteurs Raptor 3 sur le pas de tir 2. Sauter l'étape cryogénique et envoyer directement Booster 19 au pas 2 multiplierait les risques de façon spectaculaire. Une fuite de propergol au moment de l'allumage pourrait provoquer un embrasement éclair, voire une explosion directement sur l'OLM. Cela ne signifierait pas seulement la perte de Booster 19, un matériel coûteux déjà équipé de 33 Raptor, mais pourrait également endommager gravement le Pad 2 que SpaceX positionne clairement comme un pilier de sa cadence de lancement élevée en 2026. Et les conséquences ne s'arrêteraient pas là. Un incident endommageant le pas de tir se répercuterait sur l'ensemble du programme, entraînant des retards à long terme, comme après l'anomalie du Booster 18 en novembre 2025, lorsque SpaceX a dû basculer en urgence vers Booster 19. Si ce véhicule subissait le même sort, il deviendrait instantanément un argument pour les critiques et les antifans, alimentant des titres sur un SpaceX qui ralentit. Cette pression retombe inévitablement sur les équipes, affectant le moral et personne n'y gagne. Oui, SpaceX a énormément appris grâce à des dizaines d'échecs cryogéniques précoces. Et oui, perdre un véhicule peut valoir le coup si les données récoltées sont précieuses. Mais enchaîner 2 échecs majeurs à ce stade serait particulièrement malvenu, surtout alors que l'entreprise se prépare également à des démonstrations de ravitaillement orbital avec Starship plus tard cette année. À la place, le calendrier actuel suggère que SpaceX fait exactement ce qu'il faut. Boosté 19 reste pour l'instant dans Mega Bay 1 en attente de son transfert vers Marseille pour des essais cryogéniques au cours de la semaine à venir. Ship 39 devrait suivre pour sa propre campagne de tests cryogéniques et de static fire. Ce n'est qu'ensuite que Booster 19 recevra son ensemble complet de 33 moteurs. Raptor 3 se rendra au Pad 2 pour un static fire avant de retourner sur le site de production pour les vérifications finales, l'empilement et éventuellement une répétition générale humide. C'est là toute la beauté de la philosophie SpaceX. L'entreprise adopte des calendriers agressifs, mais pas en rognant sur la sécurité. Comme l'a dit Elon Musk, fail fast. Mais échouer lors de tests au sol coûte des ordres de grandeur moins cher qu'échouer en vol. Avec Block 3 embarquant autant d'améliorations critiques, SpaceX a besoin de données cryogéniques solides pour faire voler ce matériel en toute confiance. Si tout se passe bien, Starship Flight 12 reste envisageable début mars, et si les essais cryogéniques révèlent un des problèmes, que ce soit au niveau du dôme commun ou des soudures d'anneaux, ils les corrigeront et accepteront un retard de quelques semaines. Ce scénario reste de loin préférable à la perte d'un booster entier et d'un pas de tir orbital. Et pendant que Booster 19 reste exactement là où il doit être, avançant à travers une campagne d'essais prudente et méthodique, Starbase de son côté ne reste absolument pas immobile. Dans la soirée du 28 janvier à Starbase, sous la lueur des projecteurs de chantier et le grondement sourd et continu des camions industriels, un nouveau module d'ASU
a lentement été mis en position, prêt à être déchargé. Dès le lendemain matin, les équipes de construction étaient déjà de retour au travail, une scène devenue familière pour tous ceux qui suivent de près le programme Starship, et pourtant toujours aussi impressionnante. Une structure massive en béton armé, revêtue d'une finition gris-blanc, enveloppée de panneaux isolants dotés des emblématiques fenêtres d'inspection jaunes et d'imposants éléments en acier, a été soulevée dans les airs par une grue super lourde. D'épaisses élingues et un large palonnier en forme de A maintenaient la charge parfaitement stable pendant l'élévation. La grue, probablement une Liebherr L R11000 ou une machine de catégorie équivalente capable de lever plusieurs centaines de tonnes, opérait avec une coordination millimétrée.